Dakar. Remue Ménage. Le FESMAN, c'est un annuaire officiel au niveau de l'alternance. Tout ce qui taraude l'esprit des uns et des autres, c'est comment garder le pouvoir. Il y a une captation du pouvoir. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. L'OPDS pourrait-il survivre à ces dissensions internes après la perte du pouvoir? Les audits sur le FESMAN, sur la NOCI, la vente annulée de la licence 4G MTL, quelle suite le pouvoir doit-il donner à ces dossiers, entre autres? La Gambie est-elle l'une des clés de la résolution de la crise casamançaise? Pour répondre à toutes ces questions, Remue Ménage reçoit ce dimanche 22 avril 2012 de 10h à 11h Youssou Mbargane Guissé, sociologue et chercheur à l'IFAN, et Mamadou Sangaré, professeur titulaire de mathématiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur de l'école doctorale de mathématiques informatiques à l'UCAD et président de l'Institut mathématique de Mbour. Remue Ménage, c'est avec Alassane Samba Diop sur la RFM. Remue Ménage. Dimanche 22 avril 2012, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui Youssou Mbargane Guissé, qui est chercheur et sociologue à l'IFAN, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mamadou Sangaré, professeur titulaire de mathématiques et de l'informatique à l'UCAD, directeur de l'école doctorale de mathématiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et directeur de l'Institut mathématique de Mbour. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez bien, l'actualité de cette fin de semaine est très fournie. Il y a la promesse de campagne tenue par Macky Sall concernant la baisse des prix de denrées de première nécessité. Le riz ordinaire a une baisse de 45 francs CFA sur le kilo, le riz parfumé 40 francs sur le kilogramme, l'huile 240 francs CFA sur le litre et le sucre 110 francs sur le kilogramme. Monsieur, cette baisse, est-ce qu'elle est conséquente à votre avis, ou bien est-ce que c'est une bouffée d'oxygène pour les ménages sénégalais? Youssou Mbargane Guissé. Oui, je pense que c'est d'abord une promesse de campagne qui est très importante, parce que n'oublions pas que c'est la demande sociale qui a fait partir Diouf en 2000, et c'est la même demande sociale qui a fait partir Wade récemment. Donc je pense que tactiquement c'est important que cette baisse soit faite. Maintenant, quelle est la réaction des ménages? Je pense d'abord qu'il y a une certaine satisfaction du fait qu'au moins c'est une promesse qui a été tenue. Le fait que ce soit une promesse tenue, c'est déjà une bonne appréciation. Maintenant, elle est encore relative, parce que ça ne porte que sur 3 denrées, et d'après les réactions, il faut généraliser pour les populations, demandent une certaine généralisation à d'autres denrées. Et la question de fond aussi, c'est que l'autre aspect de la baisse des prix, c'est l'augmentation des revenus. Et je pense aussi bien pour le public, parce que les syndicats se mettent sur cette question-là, c'est une demande très forte. Et d'autre part aussi l'augmentation des revenus concernant tout le secteur informel, l'artisanat, qui implique des milliers et des milliers de travailleurs, et qui ont des problèmes de revenus ou d'entreprises qu'il faut financer, qu'il faut développer, etc. Donc c'est un ensemble. La baisse des prix, c'est un aspect. Il y a d'autres aspects importants qui doivent compléter ça. Monsieur Sangaré, par rapport à cette baisse? Oui, je crois que c'est une décision à saluer, parce que c'est une promesse qui a été tenue. Et toutefois, moi je dis, il faut aussi donner beaucoup d'informations à la population, qu'ils sachent aussi que le prix, ce n'est pas au gouvernement de les fixer quand il veut, et que ça répond à des jeux qui se décident au niveau international. Je crois que cette information doit être fournie à la population, mais c'est une décision quand même très courageuse. Je dis d'abord très courageuse, compte tenu de la conjoncture internationale. Ensuite, c'est venu aussi en son temps, et je rejoins la position de mon collègue Youssou Mbargane. Il faut aussi soutenir et encourager la création d'entreprises. C'est-à-dire que créer des emplois, parce que même si les prix ont connu une certaine baisse, faut-il que la population soit à même quand même d'acheter. Donc il faut quand même aussi travailler dans cette direction.
Youssou Mbargane Guissé, est-ce qu'aujourd'hui, pour justement ne pas être l'otage de la conjoncture internationale par rapport aux baisses des prix du riz, il ne faudrait pas développer le riz local? Oui, je crois que c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution, puisqu'il y a beaucoup de devises qui partent pour l'achat de riz importé. Il y a une dépendance pour un marché on l'a vu, qui est déstabilisé, puisque le produit n'est pas toujours disponible, ou alors avec la crise des transports, de l'énergie, les prix flambent, et le gouvernement généralement n'y peut rien. Donc la solution, c'est de se retourner vers une agriculture autonome, indépendante, qui a d'énormes possibilités dans la région du fleuve, en Casamance, même dans le Sine, etc. Il y a des régions agricoles et il y a des possibilités, il y a des terres cultivables très riches. Il faut investir dans l'agriculture. Pas seulement maintenant l'agriculture pour les denrées, mais accompagné de micro-entreprises, de transformation, de développement de filières, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait des filières. La richesse d'une économie, c'est à travers la solidité et l'articulation de filières, depuis la production jusqu'au transport, aux transformations, etc. etc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, si on arrive à cette situation bien précise, à permettre aux Sénégalais de cultiver du riz ici pour qu'ils puissent nourrir le pays, c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie, M. Sankara? Bien sûr, c'est une bouffée d'économie pour le Sénégal. Toujours, je dis, il y a aussi la partie culture. Je crois qu'il faut aussi que les Sénégalais soient formés dans cette direction, qu'ils aient suffisamment d'informations, qu'ils sachent ce qui se passe actuellement dans le monde et qu'ils se sentent aussi sénégalais. Alors si je dis aussi il faut que les Sénégalais consomment sénégalais, il faut aussi que nos productions soient des productions de qualité. Donc il faut qu'ils soient dotés de tous les moyens modernes qui leur permettent de faire des produits de qualité et pour que les Sénégalais aussi puissent consommer ces produits-là. Bon, ce n'est pas un travail facile, mais on peut l'inscrire dans le temps. Oui. Monsieur Sankara parlait tantôt de formation, ça nous permet d'entrer dans le second sujet de notre débat, c'est l'école sénégalaise qui semble être très malade aujourd'hui, où de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut décréter l'année blanche, d'autres qui ne sont pas d'accord, dans les écoles privées aussi, les cours s'y poursuivent, dans l'élémentaire aussi, les cours s'y poursuivent. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour régler cette crise scolaire? Les syndicats semblent aussi être réfractaires un peu au dialogue et demandent que les engagements que le gouvernement avait pris soient appliqués. Oui, moi je pense que c'est un problème très très sérieux, un problème très grave même, dont l'une des difficultés est que c'est dans la durée que ça s'est posé ce problème-là. Quand Abdou Diouf a pris le pouvoir, on avait organisé les assises, les états généraux de l'éducation en 81. Et le problème, c'est que ça n'a jamais été mis en application. On a traîné. Il y a eu des problèmes de massification des écoles depuis le primaire jusqu'à l'université. Donc des problèmes importants de moyens qui n'ont jamais pu être mis en place suffisamment, des problèmes d'équipement, des problèmes d'organisation des filières et d'articulation du primaire au secondaire et du secondaire à l'université et de l'université vers l'emploi, les filières d'emploi, etc. Donc c'est un problème massif dont la profondeur de la crise réside dans la durabilité, dans la longue durée de ce problème-là. Maintenant, je pense que c'est vraiment le grand chantier du nouveau régime et du pays aussi. Et je pense qu'il faut des concertations tout de suite et il faut en tout cas une réflexion, mais aussi il faut mettre en place des moyens et il faut de nouvelles stratégies qui impliquent tous les acteurs. Et il faut beaucoup de moyens, je pense. Ce ne sera pas facile, mais il faut une volonté de sauver l'éducation parce que c'est la source vraiment de tout notre développement du pays. Une crise qui perdure, M. Sangaré, il a dit depuis les états généraux qui ont été faits, dont les résultats n'ont pas été sérieusement appliqués. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a urgence aujourd'hui d'école sénégalaise. Cette année-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'année? Est-ce qu'il est possible de la sauver? Ou bien est-ce compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de cours qui ont dispensé dans certains collèges et certaines universités, est-ce qu'il faut décréter l'année blanche ou pas? Moi, je crois qu'il est possible de sauver l'année. Comment?
au niveau des lycées, donc je n'ai entendu que des déclarations des collègues engagés dans les syndicats et puis même d'autres ont confirmé qu'il est tout à fait possible de sauver l'année. Mais au niveau de l'université, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Moi, je suis à la faculté des sciences. Je sais qu'il y a des secteurs où les cours ont été normalement dispensés. Il n'y a pas eu beaucoup de retard. Bon, sauf peut-être à la faculté des lettres où qui ont enregistré quand même un retard considérable, même compte tenu si je me base sur des discussions que j'ai eues avec des collègues de la faculté des lettres, il est tout à fait possible de sauver l'année scolaire. Mais pour moi, l'essentiel, il faut cadrer le jeu. Il faut cadrer le jeu. Dans un jeu c'est très noble. Il y a des règles. Il faut que ces règles soient connues de tous. Le jeu, ce n'est pas le jouet. Le football, ce n'est pas le ballon. Donc c'est des règles, c'est des règles. Il y a des positionnements. Et quand on confond le jeu au jouet, tout est foutu. Aujourd'hui, il faut que nous sachions que l'école sénégalaise, c'est une école publique. Les universités sont des universités publiques, ce ne sont pas des universités privées. L'enseignant doit connaître sa place. Mais aussi pour l'État, quand on crée une université, il faut assigner à ces universités des missions claires. Il faut aussi donner, parce que c'est des milliards que nous dispensons, que l'État donc développe. Parce que certains chiffres sont déjà avancés, ici à l'année blanche, c'est 300 milliards. Je ne parle même pas de ça, mais la formation d'un étudiant, donc c'est des milliards en termes de bourse, en termes de salaire des enseignants, construction des salles, etc. Mais en contrepartie, il faut que l'État dise que j'ai construit l'université, c'est pour que l'université fasse ceci, cela. On ne peut pas laisser ça, je le dis, je suis enseignant, je suis dans un syndicat, mais aussi il faut que le syndicat connaisse aussi ses limites, là où on doit s'arrêter, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, parce que c'est public, ce n'est pas privé. Ça ne nous appartient pas, c'est public. C'est l'œuvre de tous les Sénégalais. Et je crois que c'est pourquoi il faut qu'on fasse des efforts pour sauver cette année. Nous avons des jeunes qui ne sont pas encore inscrits, et qui quelquefois peinent à trouver même le fruit de transport pour venir à l'université, qui sont là, qui ne sont même pas encore orientés. Je crois que quand même l'essentiel aujourd'hui c'est ça. Et pour cela, je dis en attendant qu'on règle immédiatement ce problème, et ensuite maintenant on verra dans le reste. Mais il faut faire quelque chose pour que ce problème soit réglé immédiatement. M. Mbargane Guissé, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement là, maintenant, pour que l'année soit sauvée? Parce que nous sommes au mois d'avril, et bientôt au mois de mai, le mois de juin, c'est l'hivernage qui va s'installer. Je crois que déjà pour l'université, le syndicat a levé le mot d'ordre depuis déjà quelques semaines. Donc ils ont réfléchi sur la possibilité d'un nouveau calendrier qui permettrait d'allonger un peu l'année sur les vacances et donc de couvrir le quantum horaire nécessaire pour une année valable. Il reste les discussions, je pense, avec le ministère pour l'application des protocoles d'accord qui avaient été déjà signés avec l'ancien régime. Donc je pense que pour l'université, la solution est déjà un peu en marche. Il y a l'élémentaire et le secondaire. Mais l'élémentaire et le secondaire, là c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a un ensemble de syndicats, la majorité des syndicats sont déjà disponibles pour sauver l'année. Et récemment, le QCEMS a discuté avec le gouvernement et ils sont disposés, je pense, à partir de demain, en voyant leur base, de voir comment lever le mot d'ordre et engager maintenant des discussions pour le règlement des questions de fond. Parce qu'il y a des questions de fond dont se plaignent les acteurs, notamment les enseignants, et qui sont des problèmes réels. Et qu'on ne peut plus maintenant remettre à chaque fois à plus tard comme a fait l'ancien régime. Je crois que le nouveau régime doit prendre ses responsabilités. Les syndicats ont pris leurs responsabilités avec bien sûr ce que ça pose comme dégâts ou comme difficultés maintenant. Les élèves aujourd'hui prennent leurs responsabilités également. Ils s'organisent, certains ne veulent plus de l'année parce qu'ils sont découragés, d'autres se disent qu'il faut absolument sauver l'année. Donc il y a une situation de désordre, si vous voulez, mais où les acteurs eux-mêmes ont pris conscience de la gravité de la situation. C'est au ministère maintenant de jouer de manière intelligente. Oui, comment il doit jouer le ministère de manière intelligente pour gérer cette question-là? Parce qu'il y a urgence aussi là. Oui, je pense que pour les revendications, ils ont déjà dit que de toute façon, les moyens ne peuvent pas être tous les moyens ne peuvent pas être mis d'un seul coup, on ne peut pas régler tous les problèmes de revendication, notamment les salariales ou même des problèmes d'équipement.
Donc il faudrait un accord, il faudrait des concessions de part et d'autre et un calendrier sur 2 ans ou 3 ans de règlement de toutes ces revendications. Mais il faut les éléments de confiance déjà entre les partenaires, ce qui n'existait pas avec l'ancien régime. Parce que le problème de fond, c'était le manque de confiance. Il y avait des protocoles qui étaient signés qui n'étaient pas respectés, il y avait des promesses qui étaient faites qui n'étaient pas respectées, aussi bien aux enseignants, aux étudiants, aux élèves. Donc, finalement, il y avait une crise de confiance. Maintenant, si la confiance revient, les gens sont conscients de l'intérêt national du système éducatif. Et je pense que s'il y a de confiance et qu'il y ait un calendrier d'application raisonné, les gens pourront faire quelque chose. Oui. Au-delà de cela, ça nous permet aussi de glisser dans l'autre sujet. Le sujet concerne le Parti démocratique sénégalais. Après sa chute, on a vu ce qui se passe dans ce parti. Il y a des dissensions internes où Pape Diop et certains de ces militants du Parti démocratique sénégalais ont mis en place ce qu'ils appellent Bokk Gis Gis. Mamadou Seck aussi, de son côté, dans le groupe de Pape Diop aussi, en train de réunir, selon la presse, de députés. Le PDS, avec Abdoulaye Wade, reste aussi avec Oumar Sarr de l'autre côté. Ils ont même fait une conférence de presse en demandant si c'est Pape Diop qui veut diriger la liste, il n'a qu'à venir la diriger. Quelle analyse faites-vous, M. Sankaré, de ces dissensions internes au sein des partis démocratiques sénégalais? Bon, alors, puisque je ne suis pas dans le secret du PDS, ça me sera très difficile. La lecture, voilà. La lecture que je peux faire est la suivante. C'est que nous sommes un pays en construction. Ça, j'aime toujours répéter ce mot. Il arrive des moments où les analyses que nous faisons sur notre pays passent à côté parce que nous croyons qu'on a un pays de la même dimension que la France. Non, nous sommes un pays en construction. Donc les éléments de différence doivent être différents, nos comportements aussi doivent être différents. L'analyse que je peux faire, le parti PDS, c'est le parti qui est resté très longtemps dans l'opposition. Ils ont pris le pouvoir pendant 12 ans. Et entre-temps, je crois que c'est un parti qui n'était pas du tout préparé à perdre le pouvoir. Aujourd'hui, ce parti se trouve dans cette situation. Donc, dans la vie, chaque chose évolue. C'est comme un être humain. Quand on passe à une autre phase de sa vie, il y a des transformations physiologiques, etc. Je crois que ce qui est arrivé actuellement au parti PDS qui doit quand même savoir gérer son problème interne. Je crois que ça fait partie de l'évolution naturelle du parti qui n'était pas du tout prêt. Alors, il n'avait pas dans son esprit qu'un jour qu'il pourrait... Mais justement, est-ce que la surprise de la perte du pouvoir peut avoir des conséquences dans l'éclatement de ce parti? On peut avoir des conséquences, mais si le parti l'avait déjà préparé, parce que ça ne sera pas à tous les niveaux, mais si au niveau des partis, il y avait des personnes dont le seul but de travail, mission, c'était de garder la cohérence des partis. Parce que quand on dit aussi un parti, ce n'est pas un agrégat de personnes, c'est un groupe organisé. Donc quand je dis organisé à tous les niveaux, je ne peux pas comprendre qu'on dise aujourd'hui j'appartiens à un parti. Si tu appartiens, c'est que tu as dû lire les statuts du parti. C'est une sorte, je ne peux pas utiliser le mot idéologie, mais quand même c'est un ensemble d'idées auxquelles tu adhères. Tu ne peux pas le nier du jour au lendemain comme ça, c'est trop facile. Je crois que l'éthique commanderait que... Est-ce que ce n'est pas un conglomérat d'intérêts au lieu de... Ah oui, justement, quand ça devient maintenant un conglomérat d'intérêts, l'éclatement c'est tout à fait possible. Mais quand maintenant c'est un groupe organisé autour d'un idéal, et puis d'un système économique, social bien élaboré, je crois qu'un jour ils se retrouveront. Youssou Mbargane Guissé, certains analystes dans la presse disent que la situation au PDS est une sorte de diversion que l'ex-parti au pouvoir est en train de mettre en place pour ne pas répondre de leur gestion du pays, pour divertir les nouvelles autorités, pour montrer aux Sénégalais qu'ils sont divisés, alors qu'au fond, ils ont un même but, c'est de se retrouver après, former une assemblée nationale où ils vont empêcher au nouveau pouvoir de gouverner. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je pense qu'il y a les deux choses. Je pense qu'il y a les deux choses. Moi, je perçois ça. D'abord, il y a la crise de ce parti, qui est réelle, qui a des fondements politiques que nous connaissons. D'abord, un parti qui était le parti d'un seul homme, maître à bord, et qui a fait ses hommes et qui les dirigeait, qui a créé même une sorte de parti courtisan, parce que la plupart c'était ces courtisans en réalité. Et puis, bon, maintenant... Comme le disait le baron d'Holbach. Oui, voilà, exactement, c'est des courtisans. On peut le retrouver dans les discours des uns et des autres. Si on fait le dépouillement, on verra des choses extraordinaires, dans des comportements aussi. C'était un parti de courtisans. Maintenant, le roi a perdu le pouvoir. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, surtout également du côté économique. Parce que en dessous, à l'intérieur de ce parti, il y avait des réseaux d'affaires.
Et c'est ça qui est de perte de privilèges. Oui, de perte de privilèges et même d'affaires carrément. On a vu qu'il y a un réseau lié au blanchissement d'argent dans ce pays. Il y a des réseaux mafieux liés peut-être même à la guerre en Casamance. On le sait. Il y a d'autres types de réseaux de clientélisme organisé autour même des budgets de l'État, etc. Donc ce sont ces réseaux qui vont perdre leur lien, leur articulation et leur efficacité. Et c'est ça qui est le fondement de l'effondrement. Il y a aussi tout un patrimoine de ces partis, les permanences, les voitures qu'Abdoulaye Wade dit qu'il les a achetées au nom du PDS. Les réseaux fonciers sur la terre, etc. Donc il va y avoir un ensemble d'affaires, une économie souterraine. Est-ce que c'est ça qui explique la bataille aujourd'hui pour le contrôle du parti, c'est ça? Exactement. Et c'est le parti justement qui avait permis de gérer tout ça au pouvoir. Maintenant que le pouvoir est perdu, nécessairement ce parti essaie de se restructurer pour ne pas perdre, d'autant que les sanctions sont à la porte avec les audits. Donc il y a une sorte le navire perd l'eau et puis tout le monde va dans tous les sens, mais avec une volonté apparente de sauver la face. Parce que tous les discours là de sérénité et même parfois de provocation, des gens qui sont dans des affaires louches, mais qui à la télévision, dans les radios, tiennent un discours même provocateur par rapport d'assurance et même d'accusation. En fait, alors que les mois qui vont venir vont changer. Parce qu'on a vu des tenants des partis, Pape Diop et Oumar Sarr, s'invectiver par presse interposée en parlant de déballage. Oui. Et Oumar Sarr dit, j'attends aussi les déballages de Pape Diop, on connaît qui dans ce pays. Et que c'est une façon de se neutraliser. Oui, bien sûr, c'est de bonne guerre, mais ça montre aussi le régime qu'on avait en réalité. On n'avait pas des gens, des patriotes, des gens qui travaillaient dans la transparence, dans l'amour du pays, etc. On avait des gens des clans que Abdoulaye Wade a bien construit. Tu vas avec des réseaux, des clientèles, des affaires et beaucoup de choses qu'on va découvrir, je pense. Parce qu'il y a au plan même de la criminalité politique et tout ça, des réseaux mafieux, il y avait plein de choses, hein, et je pense que les discours là d'invectives les uns contre les autres ou les discours d'assurance, ce n'est que la façade d'un effondrement qui va montrer les vrais dessous. Et je crois que les Sénégalais vont être très très surpris. Et il y aura beaucoup de choses à dire. Monsieur Sankaré, certains analystes dans la presse, comme je le disais tantôt, on veut avancer des idées comme disant que tout cela est bien organisé. C'est une façon de diviser le PDS pour mieux se retrouver après. Est-ce que vous partagez cette analyse? Enfin, je dis c'est une possibilité. Comme je te dis que je ne suis pas dans les secrets du PDS, mais c'est une possibilité parce que aussi c'est une manière aussi de se réformer. Voilà, réformer, parce que si le PDS maintenant veut avoir quand même la majorité au Parlement, le PDS n'a pas intérêt à y aller uni dans un premier temps. Mais je crois que c'est tout à fait possible, c'est logique aussi. Voilà. Mais puisque je ne suis pas dans le secret du PDS, voilà, je ne peux pas le confirmer. Oui, mais bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Si dans le parti, il y a des hommes très intelligents, ils sont allés ensemble, ils ont perdu des élections, je crois qu'il est dans leur intérêt cette fois-ci, quand même d'avoir une sorte de coalition. Voilà. Monsieur Youssou Mbargane Guissé, partagez cette idée qu'on peut se diviser, le temps de regrouper le maximum de députés pour se retrouver après, faire front bloc, pour ne pas répondre justement de la gestion du pays. Je ne crois pas tellement à ça, parce que actuellement les divisions sont très profondes, hein, plus qu'on ne le pense. Hein. Parce qu'il y a un arrière-fond, c'est l'échec du projet de Wade de mettre son fils. Hein. Ce grand projet maintenant s'est effondré et des gens qui ont été combattus, comme des gens comme Pape Diop et bien d'autres, pour mettre en place justement ce projet-là. Et aujourd'hui, il y a une sorte de révolte de ces gens qui étaient marginalisés, opprimés, humiliés même à la limite, et qui savent que maintenant le roi n'est plus le roi et que eux ils ont quand même leur clientèle. Des gens comme Pape Diop, mais qui sont quand même tués pendant tout ce temps-là aussi. Bien sûr. Hein, en disant rien, en supportant des fois même ce projet. C'était des courtisans. Maintenant, c'est un peu la révolte des courtisans. C'est un peu la révolte des courtisans et je pense que Abdoulaye Wade va être dans une situation extrêmement difficile, d'autant qu'il faut le lier aux efforts que fait le nouveau régime.
Parce que le nouveau régime, en baissant les prix, en essayant de reconstruire ce pays avec des signes, ça va plonger, ça va faire plonger encore tous les projets de restructuration politique du PDS. Il n'y aura pas beaucoup de chance. Et moi, je pense qu'au niveau des législatives, ils se font des illusions. Les gens qui ont voté, ils vont voter pour ce qu'ils veulent mettre en place, et les signes positifs du nouveau régime, ça va aller dans ce sens. Et je pense qu'il faut voir aussi la force des coalitions au niveau du nouveau régime qui va aussi jouer. Oui. Ça nous permet d'entrer dans comme il disait, la gestion des PDS, dans les audits. Aujourd'hui, il disait que le projet d'Abdoulaye Wade, c'était de mettre son fils, mais aujourd'hui, les informations commencent à sortir. La Gazette a révélé cette semaine qu'il y a 2 milliards de francs CFA concernant le Festman qui ont été dilapidés par Abdoulaye Wade, parce qu'on ne sait où est cet argent. On parle de Sindiély Wade qui décide de rembourser plus de 250 millions de francs CFA, qui commence d'ailleurs à payer les chèques qu'il doit à certains concernant le Festman, la gestion de l'ANOCI, entre autres, même s'il y a un audit qui a été fait, mais quand même Abdoulatif Coulibaly a fait des accusations dans son livre qui n'ont pas eu une réponse à l'attente des Sénégalais. On parle de 33 milliards qui ont disparu concernant le Festman. Aujourd'hui, quelle suite les autorités doivent donner à ces dossiers? Bon, je dis, c'est faire des audits et laisser la justice faire son travail. Je crois que ce qu'il faut faire, dans chaque jour, on lit dans des journaux, donc des révélations, etc. Je crois que les gens ont maintenant suffisamment de pistes, suffisamment d'informations. Il faut maintenant, je crois que très rapidement, faire les audits et maintenant laisser la justice faire vraiment son travail. Pour que, une fois encore, que ça ne soit pas des contes de 1001 nuits. Parce que chaque fois qu'il y a eu changement de régime, on a parlé d'audit, on le fait, et après on ne voit plus rien. Et puis les accusés se retrouvent finalement même encore dans les affaires. Je crois que pour la première fois, et cette fois-ci, je crois que je ne dis pas de précipiter les choses, parce que des audits, ça prend du temps. Et ensuite, c'est coûteux. Mais il faut déclencher. Il faut déclencher et maintenant mettre en place une justice libre qui fera son travail. Quand quelqu'un est innocenté par la justice, il est innocent, mais quand il est épinglé, il faut quand même que nous sachions aussi sanctionner, positivement comme négativement. Voilà, on n'a jamais sanctionné, malheureusement. Monsieur Soubargane Guissé, ces dossiers concernant la gestion des audits, il semble être une demande sociale, pratiquement des Sénégalais qui veulent savoir comment l'argent du pays a été géré. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusqu'au bout des audits pour montrer aux Sénégalais quand même qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place ou pas? Oui, parce que la promesse d'un nouveau régime, une bonne gouvernance, la transparence, tout ce qui a été dit, et qui répond profondément aux aspirations des populations. Parce que n'oublions pas que depuis ce régime bien avant, d'ailleurs, avant la chute de Diouf, il y avait la société civile qui était en train de se construire, de s'organiser, de développer tous ces thèmes sur la bonne gouvernance, sur la transparence, sur les deniers publics, etc. Donc tout ça a pris. Et les comportements ahurissants de régime pendant 12 ans ont encore renforcé chez les populations, dans l'ensemble de la société, le besoin vraiment de clarifier tout ça. Et il y avait une frustration en 2000 parce que c'était aussi dans le protocole de gouvernance. On a quand même découvert en 12 ans de gouvernance qu'il y a eu beaucoup de nouveaux riches. Les Sénégalais ne savent pas d'où ces gens-là ont pu avoir cette richesse, parce qu'ils n'ont hérité ça ni de leur père, ni de leur mère, ils n'ont aucun patrimoine, ils sont devenus subitement riches, on ne sait pas d'où vient cette richesse. Et on apprend dans la presse que le président lui-même, 2 milliards de francs CFA concernant le Festman, les gens ne savent pas où est parti cet argent, que le président dise aujourd'hui, j'ai acheté les voitures que j'ai avec moi avec les fonds politiques. C'est ahurissant comme argument qui a été donné. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les Sénégalais puissent avoir la plus grande clarté par rapport à l'argent qui est là, parce que c'est l'argent des contribuables sénégalais. Moi, je crois qu'il y a déjà même des résultats d'audit qui ont été déjà faits, qui n'ont pas été appliqués, qu'il n'y a pas eu de suite. Je pense qu'avec le nouveau ministère de la Justice, j'ai lu ces interviews, je pense qu'on est parti pour vraiment aller jusqu'au bout. Et la société civile, j'ai entendu aussi des dirigeants de la société civile, ils poussent vers ça. On ne veut pas laisser le gouvernement tergiverser ou être sous forme de pression quelconque pour reculer. Je pense qu'il y a une vigilance aujourd'hui nationale sur la question de la poursuite des audits jusqu'au bout,
parce qu'il faut restituer les biens publics qui ont été détournés de manière ahurissante, comme j'ai dit. Et je pense que c'est un besoin politique, un besoin social, et il faut que le gouvernement y réponde. S'il ne répond pas, s'il y a des tergiversations ou des reculs, je pense que ça va lui poser des problèmes. Sérieux. Monsieur Sankaré, des gens qui n'avaient rien il y a cela 12 ans, qui devaient être sudement riches, le patrimoine bâti de l'État qui est même dilapidé, des maisons qui coûtent pratiquement 200 millions, 500 millions, qui sont occupées par des gens qui les ont rachetés à 40, 20 millions. Le président de la République lui-même, dont on dit qu'il brassait beaucoup de milliards. Voilà autant de questions que le Sénégal se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que le pouvoir actuel aille jusqu'au bout de cette logique, ou bien est-ce qu'il a les moyens d'y aller aussi? Non, ce que je dis, le pouvoir, il y a quand même beaucoup de choses qui attendent le pouvoir. Beaucoup de choses. Il faut que le pouvoir sache d'abord définir les priorités. On vient de le voir, il y a l'enseignement, le domaine de l'enseignement, c'est une priorité. Parce qu'il y a des grèves partout. Discuter avec les syndicats, c'est aussi une priorité. Il y a aussi ces problèmes d'enrichissement entre guillemets illicite. Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Quand on voit quelqu'un, il y a 7 ans, il n'avait rien, donc subitement il devient milliardaire. Parce que même si quelqu'un avait 10 millions par mois, 10 millions par mois, et supposons maintenant qu'il ne touche même pas à cet argent-là, qu'il le garde. En 12 mois, il a 120 millions. Alors, 5 ans, donc c'est moins de milliard. Donc quand quelqu'un au bout de 7 ans donc arrive à avoir des milliards, donc il y a lieu de se poser des questions. Mais toutefois, il ne faut pas laisser ça à l'appréciation des rumeurs, des journaux. Non, c'est un travail sérieux qu'il faut faire. Et puis il y a des personnes, en fait des structures qui sont voilà, pour ça, c'est leur boulot. Alors ce sont ces structures-là qui doivent le faire, et ce ne sont pas donc les journaux, les rumeurs de la rue, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Il faut quand même ces structures fassent leur travail, qui remettent le dossier entre les mains de la justice, qui fera son travail. Et puis cela peut prendre maintenant le temps qu'il peut prendre, mais il faut respecter aussi les délais, il ne faut pas précipiter les choses. Sinon aussi ça risque d'avoir des effets négatifs sur les autres priorités. Justement, M. Margar Guissé, il y a tellement de dossiers aujourd'hui que le nouveau pouvoir semble être dans une sorte de poids, de pression par rapport à ces dossiers. On parle de la scientifique qui aurait remis plus de 80 dossiers concernant le blanchiment d'argent et des choses inacceptables qui sont déroulées sous la gouvernance d'Abdoulaye Wade. Si le pouvoir veut éplucher tous ces dossiers face à une justice qui n'a pas les moyens aussi humains, même matériels pour faire tout ce travail-là, est-ce qu'il ne risque pas, sur ces 5 ans de gouvernance, de passer autant à auditer? Je pense que le ministre de la Justice l'a dit d'ailleurs, il y a un problème de moyens, d'équipement et de moyens pour le ministère. On a vu récemment comment ce ministère a été dévalisé, et c'est assez extraordinaire que ça puisse se faire. Ça veut dire qu'il y a des problèmes aussi bien à Dakar même que dans les régions aussi. C'est un peu comme les écoles ou les universités, les structures même au niveau régional, local sont délabrées, et il y a un problème d'insuffisance même de personnel, parfois de qualification de personnel. Et même il y a des problèmes d'équipement, comme j'ai dit, d'informatisation, etc., etc. Donc il faut beaucoup investir là-dessus, et je pense que il faut le faire, mais il faut également régler ces problèmes d'audit. Quoi qu'il en a, même si les moyens sont insuffisants, je pense qu'il y a un gros travail qui a été déjà fait par le CENTIF, par l'IGE. Il y a déjà des dossiers qui sont réglés. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont s'y ajouter, comme le FESMAN, il y a déjà des audits en cours, il y a le travail en cours. Bon, peut-être d'autres choses qu'on va découvrir ailleurs. Je pense que le gouvernement doit y mettre ses moyens. Mais comme a dit Sangaré, avec bien sûr beaucoup de sérénité, mais l'une des fonctions, à mon avis, d'un pouvoir qui s'installe, c'est aussi de sanctionner. De sanctionner, ça veut dire de punir et de régler les questions d'injustice qui prévalait et qui a fait que la population en avait marre, mais aussi de sanctionner positivement en récompensant, en créant de nouveaux modèles de transparence, de qualité dans le travail, de promotion des gens qui sont compétents, etc., etc. Mais il faut sanctionner.
Oui. Au-delà de ça, il y a un autre dossier aussi, c'est la vente de la licence MTL de 4G. Les Sénégalais se sont réveillés, ont vu qu'il y a une nouvelle licence qui a été attribuée à quelqu'un, sans appel d'offres, sans rien de tout. Le gouvernement a décidé d'annuler ce décret-là. Et il y a pratiquement en jeu plus de 100 milliards de francs CFA. Une autre société en sous-main avait été mise en place qui distribuait un peu ce qu'on appelle, qui faisait le travail de Global Voice, qui disait pas son nom, qui a reçu 11 milliards de francs CFA, 15 milliards les gens disent, et que certains ponts du régime se sont partagés l'argent aussi. Mais là, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter seulement, il ne faut pas seulement annuler le contrat, mais il faut aussi poursuivre les enquêtes. Tout ça, ça devrait entrer dans le cadre des audits. Il faut aller jusqu'au bout et voir maintenant qu'est-ce qui a permis cela. Là, moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut annuler et ensuite maintenant poursuivre maintenant les enquêtes pour voir comment le marché a été conclu, quelles sont les personnes qui étaient impliquées et aussi sanctionner. Donc le collègue Bargan l'a dit. Je crois que quand on ne sanctionne pas, ici au Sénégal, ce qu'on dit, s'il ne fait pas son travail, alors on lui dit dégage. Mais c'est trop facile. Il peut dégager avec des milliards, partir avec des milliards. Non, il faut dire pas dégager, donc tu seras sanctionné. Quand tu fais du bon travail, tu seras sanctionné positivement. Quand c'est mauvais, bon, je ne dis pas punir, mais je dis que la justice fera son travail. Voilà. S'il s'agit maintenant de sanctionner négativement, il faut que la personne soit sanctionnée négativement. Il ne s'agit pas de dire, je te donne une responsabilité, voilà, tu n'as pas fait ton travail, maintenant je te remercie, et puis tu pars avec les milliards du pays. Non. Youssou Mbargane Guissé, qu'est-ce qui explique, en tant que sociologue, cette boulimie des autorités qui étaient là pour s'accaparer tout le temps de biens des Sénégalais? Comment on explique du point de vue sociologique qu'on prenne autant d'argent, qu'on fasse autant de liberté avec l'argent du pays? Bon, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du président lui-même, d'Abdoulaye Wade lui-même, de sa personnalité et de son tempérament, parce que c'est lui aussi qui a construit quelque part en dirigeant tout ça. Donc il y a quelque part sa propre personnalité par rapport à l'argent, par rapport aux affaires et par rapport à l'éthique et à la gestion. Je pense qu'il a marqué, il a donné le ton et il a dirigé tout ça. Maintenant, il a pu se construire lui-même, consciemment, tout l'entourage qui lui était nécessaire. Il a pris des gens de l'ancien gouvernement qui étaient dans des affaires louches. Il les a recueillis, il les a recrutés, pour ainsi dire, politiquement, et il a créé un système. En fait, c'est un système. Mais est-ce que le fait qu'il soit juste ancien président peut l'absoudre de rendre compte de sa gestion? Moi, je pense qu'il est protégé par la loi. Il est protégé parce qu'on dit qu'il ne peut être poursuivi que pour haute trahison. Mais haute trahison, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Quand on prend l'argent du pays, c'est pour une trahison aussi. Oui, il y a ça. Et je pense que les gens qui ont regardé les textes là, c'est pas très clair. Et finalement, ça protège le président. On ne peut pas le toucher parce que les termes pour lesquels il doit être poursuivi ne sont pas très clairs. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer la loi justement pour ne pas avoir un président prédateur qui vient bouffer l'argent du pays et qui ne sera pas poursuivi? Il faut changer ça. Il faut changer ça. Même les déclarations sur la Casamance avec les rebelles qu'il a entretenus. J'ai entretenu les rebelles, je les ai donné à manger, j'ai donné des salaires et tout ça à des rebelles. Comment c'est possible? Moi, une fois, j'ai vu j'ai eu l'information qu'ils avaient arrêté des rebelles et puis on les a relâchés, quoi. On les a relâchés, ils sont repartis dans le maquis. Bon, donc cette question est très grave à mon avis. Le lien entre l'ancien régime et le mouvement de MFDC, c'est un problème qu'il faut élucider. C'est pas seulement le président, mais il y a tout un ensemble de personnalités qui étaient impliquées dans une connexion, dans une sorte de connexion avec les rebelles. Les M. Casamance. Ah oui, il y a une connexion. Il faudrait aussi auditer cette question-là, le financement des rebelles. C'est grave, c'est aussi grave que les autres questions, sinon plus grave même. Parce que pour moi, il y a des questions de trahison nationale sur ces questions-là. Mais justement, ça nous permet, M. Sankaré, d'aborder la Gambie dans le jeu de règlement de conflit casamancé. Le nouveau président est parti rendre visite à Yaya Jammeh. Yaya Jammeh lui a assuré de s'impliquer pour régler le conflit. Est-ce que vous pensez que la Gambie est l'une des clés de la résolution du conflit casamancé, ou bien la Gambie peut être aussi au moins de chantage sur le Sénégal pour cette question? Je crois que chantage travaille en faveur ou
comment dirais-je, pour ou contre le Sénégal, ça dépend du Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, un pays doit être bien structuré. Même dans la recherche de la solution au problème de la Casamance, tous les Sénégalais doivent être impliqués. Tous les Sénégalais. Alors, c'est ça, c'est pourquoi je veux revenir aussi sur le domaine de l'enseignement. Nos jeunes écoliers, ils ne savent rien de la Casamance. Ça devait faire partie du programme. Une école, on ne peut pas construire une école comme ça, on donne des milliards en termes de salaire, on donne des bourses pour rien du tout. Ces jeunes-là, on les forme pour qu'ils prennent la relève, pour qu'ils puissent participer à la construction du Sénégal et partant à la construction de l'Afrique. Ils connaissent plus des villes françaises que les villes sénégalaises. Le jeune Sénégalais aujourd'hui qui connaît le c'est programme colonial. Hein? Voilà. Donc, ça c'est un travail collectif, le problème de la Casamance. C'est un travail collectif. Au niveau, je le dis à mon collègue Bargane, je l'ai toujours répété, les intellectuels, les universitaires doivent être associés à la recherche de solutions aux problèmes du pays. Nous avons des collègues qui connaissent très bien la Gambie, la constitution ethnique, sociale, etc. Ça, c'est des éléments essentiels quand on veut faire une analyse politique. Ils connaissent la Mauritanie, les Toucouleurs qui sont là-bas, les Sérères, le Wolof, etc. C'est des éléments essentiels quand nous voulons élaborer des relations solides, diplomatiques, politiques avec nos voisins. Ils ne sont jamais associés. Il faut une connaissance approfondie. Ce n'est pas une question de politique politicienne. Donc nous sommes des cousins, Ndiaye Diop. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Aujourd'hui, tous ces problèmes sont soumis à des études très sérieuses. Donc, je crois que la Gambie, quand même, aussi, doit être associée donc, à la recherche de solutions aux problèmes de la Casamance. Mais il faut aussi dorénavant... Est-ce que la Gambie n'est pas un couteau à double tranchant? C'est tout à fait possible, c'est un jeu politique. C'est tout à fait possible. Mais, quand tu joues avec ton adversaire, ce qu'il veut, c'est te gagner. C'est à toi de gérer ton adversaire. Voilà, je crois que dans ce jeu, il faut... Ah oui, c'est psychologique. Voilà, mais maintenant, c'est au Sénégal de jouer le jeu et de ne pas se mettre dans la peau de la Gambie pour dire voilà ce qui est dans... Non, c'est au Sénégalais, le gouvernement sénégalais, d'analyser toutes les facettes possibles du gouvernement gambien pour dire s'il va dans ce sens, voilà ce que je vais faire. S'il va là, voilà ce que je vais faire. C'est un ensemble de soi. Voilà, c'est tout. Oui. Mais la Gambie ne viendra pas nous dire, écoutez, nous donner la solution dans une assiette en or comme ça. Youssou Mbargane Guissé, comme l'a dit M. Mamadou Sankara, est-ce qu'il faut une étude de prospective pour justement mettre en place tous les scénarios qui peuvent se dérouler pour pouvoir aussi apporter des réponses par rapport à la situation, à la gestion du dossier de la Casamance? Oui, c'est important puisque moi, à mon avis, une des faiblesses de notre système politique, c'est que c'est au niveau de la connaissance politique, le bloc de connaissances au niveau des dirigeants. Et ce bloc de connaissances n'intègre pas justement les sciences sociales, n'intègre pas les recherches sur les hommes, les cultures, les communautés, l'histoire des régions, des ethnies, etc., l'histoire sous-régionale. Tout ça, les gens qui dirigent ne connaissent pas ça. Parce que selon vous, une connaissance approfondie de la Gambie aurait permis au gouvernement de savoir sur quel levier appuyer. Absolument. Je pense qu'il faut maintenant revenir à ça. Il faut associer la recherche, il faut associer les intellectuels, il faut associer les connaissances, il faut s'approprier des connaissances interdisciplinaires sur les communautés, sur la société, pour diriger. C'est la modernité. Toutes les sociétés modernes qui se développent à partir des sciences sociales, la connaissance, la recherche. Et les dirigeants politiques, ils ont des brain trusts, des gens qui sont autour d'eux. Voilà, des gens qui pensent, qui orientent stratégiquement les choses dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, Barack Obama, en venant au pouvoir, il s'appuie beaucoup sur les universitaires qui fournissent la réflexion par rapport à la gestion des armées des États-Unis. Le seul exemple, moi, que j'ai vu sur l'Afrique, c'est celui de Nkrumah. Kwame Nkrumah, la densité de sa pensée et le fait qu'il ait écrit énormément de choses dans tous les domaines, c'est qu'il avait un noyau de chercheurs autour de lui qui discutaient. Il a pu écrire le Conscientisme, qui est un ouvrage philosophique, d'autres ouvrages économiques, politiques, etc. C'est le plus prolixe des hommes. Et sa pensée est restée. Parce qu'il a pu s'entourer des universitaires, des intellectuels, qui sont autonomes, pas hommes de parti, etc. Pas organique. Pas organique. Bon, donc, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. On est dans une situation où la question des régions, la question régionale est devenue une question mondiale. C'est la mondialisation qui remet en cause les frontières héritées de la colonisation. Bon, on a ce problème de la Casamance qui est spécifique, mais on a aujourd'hui le problème du Mali, le problème du Niger, toute cette région du Sahara,
le Sahara, toutes les sociétés qui sont construites depuis des millénaires autour du fleuve Niger, du fleuve Sénégal et du Sahara, c'était des civilisations sur un espace très vaste. La colonisation a découpé tout cela. Aujourd'hui, les Touaregs, il se trouve une partie au Niger, une partie au Mali, une partie au Burkina, une partie, je sais pas, en Algérie, etc. Donc, et leur espace naturel a été toujours le Sahara. Et ces formations sociales qui allaient jusque dans le Maghreb et au-delà dans le monde arabe étaient articulées au pouvoir qui était autour des grands fleuves, comme les empires du Mali, etc., etc. Et il y avait le commerce, il y avait l'islam a pu pénétrer, etc. Aujourd'hui, il y a des communautés qui n'ont plus cet espace pour évoluer, parce qu'il y a des États qui sont contrôlés plus ou moins par la France, ou bien, etc., etc. Donc, il y a une remise en cause qui est d'autant plus complexe maintenant que il y a des réseaux d'armement qui dans la sous-région, il y a des réseaux de drogue, il y a des réseaux islamistes. Mais M. Sankaré, tous ces problèmes-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque d'anticipation sur ces questions-là bien précises. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on voit, avec l'arrivée de Macky Sall, la Mauritanie a bougé, il y a des Sénégalais qui se renvoyés. Il y a la question de Alplar en Mauritanie, où le gouvernement mauritanien pense que Macky Sall est un Alplar, qu'il faudrait tester un peu pour voir jusqu'où il peut avoir effet sur Macky Sall. Tout ça, c'est peut-être des réflexions qui n'ont pas été mises en place avant pour voir comment réagirait un pouvoir en Mauritanie à l'arrivée de Macky Sall considéré comme chez les Mauritaniens comme étant tout l'heure. Alors voilà, justement ce que je disais toujours, un pouvoir, ça s'organise. Quand on a à la tête de l'État, il ne peut pas se dire qu'on a toujours des amis. L'amitié, ça se construit. Bon, vous savez, ce que vous venez de dire aussi, c'est tout à fait plausible, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à la veille d'élection, automatiquement qu'on envoie donc des citoyens d'un pays donc dans leur pays d'origine. Quand même, ça porte à réflexion. C'est un test. Oui, ça peut être un test. Je crois que de la même manière que le président se donnait donc le devoir donc d'aller visiter la Gambie, je crois que il devrait aussi aller en Mauritanie rencontrer nos amis mauritaniens. Voilà, et pacifier l'espace, donc les relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Merci infiniment mes invités. Nous étions avec Youssou Mbargane Guissé, sociologue, chercheur à l'IFAN, et monsieur Mamadou Sangaré, professeur titulaire de mathématiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur de l'école doctorale de mathématiques et de l'informatique de l'UCAD. Au micro, Alassane Samba Diop, partie technique Aliou Diassé. Bon dimanche à tous. Bienvenue chez vous. kon mbokk yi ñu dellusiwaat ci studio bi ni ñu ko defee woon sànq ci 10h di leen toppal xew-xew tey bi di combat diggante Balla Gaye 2 ak Yékini muy xew-xew tey bi nag ci loolu dañuy dem ca fi nga xamante ne mooy kër Gati Diop nekk fii ci Gueule Tapée Médina fekk fa Ndate Diop Ndate ñu ngi lay nuyu. waaw walaay Ndiogou ñoo ngi lay fay. waaw Mamadou Diop waxoon nañu tey ci 9h30 Yékini jóge woon foofu di Joal ñëw Dakar ndax mi ngi foofu wala fan la nekk moom Yékini. waaw Yékini nag egseegul fi nga xam ne rek moom moo di ci rue 17 angle 20 ci kër ki nga xam ne rek moom moo di entraîneur am di Gati Diop waaye liñ ci mën di jàpp moom mooy
fii ci kër Kati Diop am na nit ñu bëri ñoo xam ne ni daal tey ñëw nañ fii li ñuy def comme chaque jour bi nga xam ne rek Yékini dafay bëree ñoom dinañu ñëw fii nemmeeku ki nga xam ne rek moom moo di Kati Diop Yékini daan na fi jaar waaye egseegul fii li ñu xamal daal moom mooy jóge na fële ci Joal waaye kër gi fii doomu aadama yi ñoo ngi fi commencé di ñëw ñi di supporters yi sol ay t-shirt Yékini am na ay soxna sax yu def ay musóor yoo xam ne ni ñoo ngi ci bind Yékini the King mu nekk xam naa ni loolu fem yu bees la ndax couleur orange la ñu ñëw egsi am na ci ay gone ak ay mag ndax fii am na ay kilifa sax yu fi nekk ma jëm leen jege sax ndax dina am ñu ci yëkkati seen kàddu papa ñoo ngi lay nuyu. Ndete. waaw xam naa dañuy gàtt rek comme que dañuy war a ñëwaat édition spéciale bi ci kanam xam naa di nga mën a am temps dellusiwaat dañuy xool rek mbir yi kon yaa ngi topp mbir yi. xam na kon ñu bàyyi leen ngeen dem ñëwaat après ñu ñëwaat jël réaction yi nga xam ni moom moo am fii El Hadj Diop. jërëjëf Ndate Diop nekk foofu la ca kër Kati Diop di entraîneur Yékini kon moom yegg seegul foofu donte sax ca 9h30 la jógoon Joal dem ca Golf Sud fekk fa Salif Sow kër ñoom Balla Gaye 2 Salif. waaw El Hadj Ndiogou Diène. maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay delloo ziare. alors yegg nga léegi. waaw ñu ngi nii ci buntu kër mbër di Balla Gaye numéro 2 njortees nañ ne sax xëy na li mu daal di départ ndax oto bu ko war a yóbbu di benn pick-up 4x4 bu rëy te bakk na loolu mu ngi nii taxaw gars yi ñu sax dinañ ci suuf yenn bagage yi yenn xarfa fuufe yi ngir wàccaal ko kii nga xamante ni la war a àndal dem ba Kër Massar ñu ngi fi ñu mel ne Sa Thiès ak yeneen ñu ni mel ñi nga xamante ni ñooy supporters yi it ñu ngi fii maa ngi fi fële benn nag xam naa dañ koy bëgg a lewatal ngir saraxe ko balaa muy dem supporters yi nag jàppoon ne Alaaji Ndog suba teel lañ ñëw fees bi teel fi nga xamante ni mooy kër Balla Gaye waaye ay barrières lañ teg ba tax mënuñoo egsi fi nga xamante ni mooy buntu kër gi waaye tax nañ fi loolu ba ñu ñëwit romb nañ ay car yu bari yoo xamante ni ñu ngi waaj ñoom di yees ngir daal di dem fi nga xamante ni mooy stade Alaaji Ndog Diène daal jàppoon ne fi léegi ci minutes yu néew xëy na kii di Balla Gaye dina jóge Guédiawaye utali Kër Massar war a jóge Kër Massar utali Demba Diop Alaaji Ndiogu Diène. jërëjëf Salif Sow loolu yëpp nañ ciy ñëwaat ñu dem ci Malal Junior Diagne moom mu nekk ca Sandaga Malal ndax mën nga ñu wax foofa ca Sandaga xew-xew bi ni ko nit ñi dundee. waaw fi mu toll nii nag Alaaji Ndiogu man damaa demoon Sandaga waaye fi mu toll nii jóge naa fa bu yàgg maa ngi boori xaar yàlla fii nag li ñu fi nemmeeku rek mooy xale yi surtout li ñu gis ñoom mooy dañu takk seen dënn ay portele yoo xam ni portele ñaari mbëri la rawatina portele Balla Gaye gis naa fi gone yu ndaw yoo xam ne ñoo xëy def seen sañse takk seen portele li nga xam ne mooy Balla Gaye di waajal lamb ji foo dugg ci diggante Sandaga jaar ci leen ba fi may àddoo nii ak yow nga xam ni fi ñu war a jëlee accréditation pour journalistes yi fii yëpp jàpp leen ni kon nit ñi lamb ji képp la ñuy waxtaanee te itam sax ci mbedd mi gis naa ñu taf ci télé bi yëpp Cavani Bourguiba ba ca Stade Demba Diop jàpp kon ay photo Yékini ay photo Balla Gaye ak itam ay appel à la paix et au calme yoo xam ni sponsor bi moo ko daal di kon defar décor bi nag planté nañ ko police bi tàmbali na teew yàgg na ci côté Stade Demba Diop ngir kon matale kaaraange gi RFM tam ni na ko waxee Alaaji Ndiogu foog naa ni fi mu toll nii déploiement bi mat na ndaamaar yëpp a ngi ci mbedd mi kon lamb ji daanaka mën naa wax ni midi dañuy daal di nag door li nga xam ne mooy daj dëpp gi mooy dëkk boo xam ne à la accéléré doon jëm après verdi bi Alaaji Ndiogu. kon ñu jox auditeurs yi kon ndaje ci édition spéciale yi 12h ak 13h lépp ñeel combat bi diggante Yékini ak Balla Gaye 2 kon léegi dañuy ñëw ak seen émission grand jury Mamadou Ibra Kane di fi teew di dalal tey Massou Kama di njiitu CNES jaajëf. Publicité.